politique. C'est une longue loi avec beaucoup de sous-titres. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu la publication officielle de cette loi. La loi qui fixe, vous avez certainement entendu parler de la nouvelle tarification des cautions électorales. Donc, les cautions électorales pour l'élection présidentielle sont passées de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Les autres, nous n'avons vraiment pas retenu les montants, mais toujours est-il que nous n'avons pas la publication de cette loi-là. Donc là aussi, les gens risqueront d'être surpris lorsque ces élections seront organisées, parce qu'ils ne sont certainement pas préparés, puisque ce sont des choses qui parlent en Conseil du ministre, et après, on fait semblant de ne pas publier, on attend la dernière minute pour dire, voilà, la loi a été modifiée, désormais, vous allez payer tant pour telle élection. Et là aussi, les Gabonais ne sont pas souvent vigilants et attendent toujours la dernière minute pour réagir. Cette loi-là a été modifiée déjà depuis, je crois, l'année dernière, mais pour le moment, personne n'a réagi, aucun parti politique, aucun acteur politique n'a réagi pour dénoncer ce genre de dérive, parce que passer de 5 millions à 20 millions de francs pour une élection présidentielle, ça voudrait dire que ne peuvent participer à ces élections que les pédégistes qui ont de l'argent. Parce que je ne sais pas qui peut avoir 20 millions comme ça pour pouvoir déposer sa candidature. Et toujours dans la même loi modifiée sur les partis politiques, nous avons désormais un scrutin à un tour pour toutes les élections politiques au Gabon. Les Gabonais peuvent marcher parce que on parle de bien mal acquis, on parle de la loi Nzouba, mais pour des choses comme ça qui engagent leur avenir, personne ne relève. Parce que dans tous les pays du monde, une élection se fait à 2 tours. Mais au Gabon, désormais, non seulement l'élection se fait à un tour, et en plus le temps de campagne a été radicalement réduit. Pour une élection présidentielle, ce temps est passé d'1 mois à 15 jours. Et pour les autres élections, c'est 10 jours. Lorsque nous savons que ce sont les pédégistes qui ont les moyens d'entretenir leur électorat dans les routes que nous connaissons, nous déjà, au niveau de l'UPG, nous peinons même à aller sensibiliser nos militants à l'intérieur du pays, parce que les routes sont mauvaises, on n'a pas de véhicules, et il faut des moyens pour pouvoir mobiliser toutes les forces et se rendre à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas la même chose pour les pédégistes qui se lèvent, qui vont pratiquement tous les week-ends. Mais le fait d'entretenir les populations, de les voir, de leur donner les 2000 collés et les sacs de riz, et ces populations finissent par oublier même les opposants qui se tuent pour essayer de défendre leurs intérêts. Donc nous disons que là aussi, le PDG se débrouille pour que beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition ne puissent pas gagner ces élections. Et ça leur fait plaisir de raconter après que ces candidats sont battus, ces candidats n'ont pas fait de bonne campagne. Parce qu'en 10 jours, je ne sais pas qui peut faire une campagne au Gabon. En l'état actuel, déjà de nos moyens, et en l'état actuel des routes. Donc, toutes ces lois-là n'ont pas été promulguées. Vous ne trouverez pas les textes concernant toutes ces modifications au journal officiel, pour la simple raison qu'ils attendent les élections pour vous opposer tout ce que je suis en train de vous dire là. Et au niveau des financements des campagnes, le PDG organise ses campagnes avec l'argent du contribuable. Mais nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Il y en a qui s'engagent auprès des institutions bancaires pour avoir un peu de moyens. Il y a 2 mois à peu près, un député qui était à l'époque député du CLR
est décédé dans l'hôpital où je travaille. Pendant les élections législatives dernières, il a pris des crédits, il s'est engagé auprès, il a emprunté de l'argent auprès des particuliers, pensant gagner cette élection. Malheureusement pour lui, le PDG s'était débrouillé pour qu'aucun parti, même pas celui de son oncle, ne puisse gagner les élections législatives. Après les élections, il s'est retrouvé endetté, puisqu'il n'a plus la possibilité de rembourser tout ce qu'il a pris à la banque et auprès certainement des parents et amis. Il s'est retrouvé dans une dépression. Je vous dis qu'il en est mort. Ça, ce sont des choses qu'on ne témoigne pas assez. C'est à travers une infirmière qui le connaissait que nous avons su l'histoire de ce monsieur. Mais il est mort parce qu'il avait beaucoup de soucis. Il était endetté. Mais si le pays permettait, ou l'État permettait aux uns et aux autres, puisque nous cotisons d'une manière ou d'une autre, à tout le monde d'avoir une campagne réglementée, financée, à la limite même par le pays, je pense qu'on serait à l'abri de ce genre de décès. Alors, les PDGistes qui ont de l'argent, surtout pendant les campagnes, ben, toutes les caisses du trésor sont vidées parce qu'ils doivent corrompre les gens. Et la corruption ne s'arrête pas seulement au niveau des électeurs, ils corrompent même les responsables d'administration qu'ils désignent eux-mêmes. Parce que malgré la désignation, il faut entretenir ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas certainement se réveiller et peut-être donner raison à ceux qui s'opposent au PDG. Donc, à eux aussi, il faut donner beaucoup d'argent. Il faut corrompre parfois, lors des élections présidentielles, les observateurs. Pour l'élection 2009, les observateurs étaient tous logés à l'hôtel Intercontinental. Et c'est là-bas où était le QG de campagne d'Ali Bongo. Alors, nous nous sommes rendus là-bas pour mettre en garde ces observateurs dans les achats de conscience, mais nous avons compris que le PDG était déjà passé par là. Et ce n'était pas par hasard qu'ils se sont retrouvés logés dans cet hôtel-là. C'était pratiquement dans le même couloir. Donc, ça, c'est l'argent du contribuable qui va à flot pour financer et corrompre les opérations de corruption, toujours dans le but de se maintenir au pouvoir. Alors, la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques et à tous les textes subséquents. Donc, il y a des articles aussi dont on n'a pas pu retrouver la trace sur la confection de la liste électorale qui va certainement, une fois de plus, être l'objet d'inscriptions multiples. Puisque dans le cadre de la mise en place de la biométrie, les PDGistes refusent l'authentification de l'électeur et l'interconnexion des réseaux informatiques. Ça veut dire que même les morts vont être enrôlés et on nous dira que, ben oui, les UPGistes, vous avez intérêt à vous taire parce que c'est vous qui avez réclamé cette biométrie. Mais ce n'est pas la bonne biométrie. La biométrie que nous avons exigée, c'est une biométrie intégrale qui prend en compte l'authentification de l'électeur. Parce que sans authentification, nous n'avons pas une biométrie fiable. Et sachant que la biométrie n'est pas forcément mise en place pour les élections. Je pense qu'ici, ceux qui vivent aux États-Unis savent un peu jusqu'où on peut utiliser la biométrie. Parfois, même dans le dénouement des crimes, ce sont les données à caractère biométrique. Mais vous voyez que dans notre pays, les gens ne pensent même pas à demain. Ils ne pensent pas que s'ils mettent en place de bonnes organisations, ces organisations peuvent servir à d'autres causes.
peut-être même dans leur intérêt, mais tout ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est la biométrie pour les élections. Et donc, on la manipule à souhait, on ne tient pas compte des modalités qui pourront un jour apaiser certainement les périodes post-électorales. Et dans cette loi-là, il détermine aussi le choix des présidents du bureau de vote. Il n'y a jamais eu des opposants comme président du bureau de vote. C'est toujours le PDG qui désigne. Mais si le président du bureau de vote, c'est lui qui a la latitude de faire un certain nombre de choses. Donc si déjà, même à ce niveau-là, nous n'avons pas la possibilité de... nous n'avons pas un droit de regard, mais c'est vraiment aller comme à l'abattoir. Et nous ne sommes pas étonnés de tous les résultats que nous récoltons parce que parfois ils se débrouillent à corrompre aussi nos petits représentants qui sont souvent des gens qui n'ont pas de moyens. Et devant, parce que la pratique qu'ils font, ce sont les sandwichs dans lesquels on met des billets de banque. On vient vous donner des sandwichs parce que souvent les représentants de candidats de l'opposition n'ont pas de moyens ou le sandwich arrive en retard et ils se débrouillent, ils connaissent cet état de choses. Ils se débrouillent à leur apporter des sandwichs avec des billets de banque à l'intérieur et on les distrait comme ça. Si bien que lorsque vous tournez le dos, ils bourrent les yeux et le reste, nous savons un peu la finalité de tout ça. Donc, on a parlé de la biométrie et l'article qui consacre le mandat de la Cour constitutionnelle. Là aussi, nous nous rendons à l'évidence que Madame Borontou ne partira pas de sitôt de la Cour, parce que désormais, elle peut rester, elle peut briguer autant de mandats qu'elle le souhaite. Parce qu'elle est la première, à travers son organisation, impliquée dans les élections. C'est elle qui nomme le président de la Sénat. Et comment peut-on être juge et partie? Parce que lorsque nous faisons des recours, c'est la Cour constitutionnelle qui, en dernier ressort, juge de la recevabilité ou non des plaintes que nous déposons là-bas pour réclamer justice. Mais si c'est elle qui nomme déjà le président de la Sénat, on peut aisément imaginer que même tout le bureau est sous la botte de la Cour constitutionnelle. Et le fameux bureau de la Sénat, on vous dit que les prises de décision là-bas se font à la majorité simple. Et ils trouvent toujours des moyens pour distraire les nôtres et prendre les décisions qui les arrangent. Et dans cette loi modifiée, nous dénonçons aussi le rôle joué par l'armée. Parce que, en dehors des forces de sécurité qui ont le droit de sécuriser l'élection, nous avons remarqué depuis des années que pendant les élections, la présence des forces de deuxième catégorie, comme on les appelle, est souvent permanente dans les rues de Libreville et autour des centres et bureaux de vote. Et ce sont ces forces de sécurité qui permettent au pouvoir en place de mater ou de réprimer toute contestation. Nous l'avons vu le 3 mars 2009, lorsque le président, avec les autres candidats à l'élection présidentielle, ont été agressés à la place dite de la démocratie. Je crois que vous avez eu des images. Et c'est grâce à l'armée. Donc nous nous disons qu'il faut que le président retire l'armée de la rue pendant les élections, peu importe quelle élection. Parce que le rôle de l'armée n'est pas là pour mater les gens qui essayent de dénoncer les dérives pendant les campagnes électorales. Et nous avons aussi vu l'armée tirer et tuer des compatriotes
qui essayent de sécuriser leur vote. Parce que quand les gens sortent pour faire des revendications, ça veut dire qu'ils n'ont pas voté la bonne personne. Enfin, disons que les résultats annoncés ne leur conviennent pas. Parce qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas voté pour une certaine personne et c'est cette personne qui est déclarée vainqueur. C'est tout à fait normal que ces populations sortent ou revendiquent. Mais là, l'armée est là pour veiller à ce que personne ne dise quoi que ce soit. Alors, dans l'application de la biométrie, la composition de cette commission est aussi assurée par le pouvoir. Alors qu'à l'époque, on disait qu'il fallait un organe régulateur pour éviter justement que certains acteurs politiques ne soient lésés. Et vous comprenez que désormais, c'est une affaire du ministère de l'Intérieur, disons du gouvernement en général et de la Cour constitutionnelle. Donc, si déjà l'opposition ne peut pas avoir la possibilité de s'intégrer dans cette commission, aujourd'hui, nous ne savons pas de quelle manière se fait ou se font les enrôlements. Parce que ils ont déjà dépassé toutes les étapes. Aujourd'hui, nous parlons d'enrôlement des populations. Et chacun y va de ses explications à l'intérieur du pays. Pour nos pauvres parents de l'intérieur qui ne comprennent pas beaucoup, on leur dit des choses. Et la dernière fois, il y a une dame qui m'a montré une carte d'électeur. Elle me dit, ces cartes-là, on leur donne pendant les élections, mais ce sont des cartes des personnes décédées. Effectivement, quand j'ai regardé la carte, elle ne correspondait pas à son identité. Et moyennant, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000, on leur donne ces cartes-là et ces personnes peuvent voter autant de fois. Et je suis sûre que même pour les inscriptions, ça va se passer de la même manière. On demandera certainement aux gens de s'inscrire à Libreville, à Coco Beach, à Antoum, parce qu'on va les transporter, on va leur donner de l'argent pour que ces personnes exécutent les tâches qu'on leur demande. Donc, c'est à nous, désormais, de regarder un peu de près toutes ces lois-là. C'est vrai que nous n'avons pas la possibilité de demander au gouvernement ou au président de la République de revoir ces lois, mais je pense qu'il faut les dénoncer avec force et vigueur pour que peut-être ça réveille un peu la conscience collective, que les gens comprennent que finalement, là aussi, il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, nous avons identifié les principales institutions qui œuvrent pour l'impossibilité de l'alternance au Gabon. C'est le président de la République, le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et ses démembrements, le ministère de la Défense avec l'armée. Et d'ailleurs, l'armée ne quitte plus la rue depuis 2009. Il y a le Parlement, il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil national de la communication, il y a la CNAP, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Donc toutes ces institutions, dont les membres sont nommés par le pouvoir en place, ne peuvent pas assurer l'équité dans les campagnes électorales. Donc nous disons que ces institutions sont responsables de la situation, des situations de revendication post-électorale que nous connaissons. Donc, nous proposons de mener une réflexion de telle sorte que les exigences que nous ferons à ces institutions, que ces exigences soient prises en compte. Nous allons peut-être essayer de porter ces revendications à un niveau international pour attirer l'opinion, l'attention de l'opinion
internationale sur les manigances et les verrous que le PDG met dans les institutions pour garantir sa pérennité au pouvoir. Donc nous devons demander une limitation à 2 mandats du président de la République. Et il faudra exiger le retour du scrutin à 2 tours. Déterminer un mode de désignation mi-partisan des juges constitutionnels, des membres du CNC et des membres de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. Et il faudra aussi exiger une détermination d'un mode de désignation alternatif entre majorité et opposition des présidents de ces institutions-là. Élargir le Parlement aux autres forces vives de la nation. Chez les Russes, par exemple, vous avez des députés médecins, enseignants et les autres corporations. Pourquoi? Parce que certainement ils ont compris que pour défendre par exemple la cause des médecins, il n'y a qu'un médecin pour le faire. Et ça pourrait aussi créer un certain équilibre entre la majorité et l'opposition, parce que si nous avons une troisième force, celle représentée par des corporations ou les non-politiques en général, peut-être que ça pourrait quand même amener un équilibre de telle sorte que le Parlement ne soit pas dans le genre de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà à peu près toutes ces aberrations avec lesquelles nous fonctionnons, que nous ne dénonçons pas suffisamment. Je pense qu'il faut que nous recensions toutes ces lois-là et peut-être faire des communications beaucoup plus élargies pour que les gens, les populations prennent conscience des mécanismes de verrou, mais vraiment bien huilés, qui permettent au PDG de rire parce que lorsque nous avons des élections, mais c'est comme s'ils nous disent écoutez, vous pouvez toujours courir, vous n'aurez rien du tout. Parce que l'assurance avec laquelle ils se comportent nous prouve que tout le petit cinéma, c'est le petit folklore que nous faisons, mais en réalité, les dés sont pipés. D'ailleurs, le président, en ce qui concerne l'élection législative passée, disait, le fameux jour où il a été assassiné, il avait donné déjà des centres où l'élection était déjà faite. Mais les gens disent, mais comment? C'est pas possible. Mais c'est possible, parce que les urnes sont bourrées, puisque ce sont eux-mêmes qui maîtrisent tous ces mécanismes. Donc on ne peut pas s'étonner de voir toujours les mêmes remporter l'élection législative, même lorsqu'ils sont décriés par les populations, mais à la fin des comptes, ils se retrouvent toujours députés ou sénateurs de telle ou telle autre circonscription. Donc nous disons que la loi organique doit être révisée sur la Cour constitutionnelle. Il faut retirer à la Cour la prérogative de déterminer la démographie du pays. Ce n'est pas son rôle. Retirer aussi à la Cour la prérogative de nommer le président de la Sénat et ses démembrements, ainsi que son implication dans la préparation et l'organisation des élections. Moi, je ne sais pas comment on cohabite avec ça. Elle qui juge en dernier recours, mais elle est impliquée du début du processus jusqu'à la fin. Donc, vous avez beau prendre des avocats brillants, mais ça ne passe pas parce qu'elle a déjà verrouillé depuis le début. Et à la limite, c'est même ridicule parce que nous passons pour des moins que rien. Parce que si c'est elle qui nomme les présidents de ces corps-là, je ne sais pas ce qu'on va réclamer là-bas. Si on a le courage d'aller
faire les élections dans ces conditions de non-transparence. Évitons de nous montrer ridicules pour faire des recours qui n'aboutiront jamais. Donc il faut faire une obligation à la Cour de procéder au décompte transparent et contradictoire des voix en cas de contentieux électoral. Un peu comme nous l'avons exigé en 2009, mais comme d'habitude, c'est une fin de non-recevoir. Ou bien ils se retrouvent entre eux-mêmes, ils font semblant de compter, mais en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il faut limiter aussi le mandat du président de la Cour constitutionnelle. Et nous disons aussi qu'il faut changer le président actuel de la Cour pour ses liens familiaux avec les différents présidents. Le père, c'était, je ne sais pas, maintenant avec le fils aussi, c'est compliqué. C'était son petit. Maintenant, je ne sais pas quel genre d'équité, quel genre d'objectivité elle peut avoir dans la résolution des conflits. Donc il faut absolument vraiment réclamer. Le président Mamboundou en son temps l'avait fait, mais je crois qu'il était pratiquement le seul à le dénoncer. Et je crois qu'il faut aussi que nous nous penchions sur cette question-là. Donc, nous avons identifié les responsables de toutes les exigences que nous faisons ici. C'est principalement le gouvernement, le président de la République et le Parlement. Et nous disons aussi que par rapport au découpage électoral, il faudra donner la primauté aux critères démographiques pour la détermination des circonscriptions électorales. Vous avez un président de l'Assemblée qui est élu sur la base de je ne sais pas combien de villages. Président de l'Assemblée nationale. Vous avez des villages de peut-être 5 000 ou je ne sais pas, 2 000 bonhommes. Et à côté, il y a quelqu'un qui surfe sur un petit village avec peut-être 2 ou 3 personnes. Et il se retrouve président de l'Assemblée nationale. Là aussi, nous disons que quand même, pour un peu plus d'équité, il va falloir revoir un peu ces découpages-là. Ne pas penser simplement à ses intérêts, mais penser à l'intérêt supérieur de la nation, parce que ces gens-là finiront d'une manière ou d'une autre de laisser ces postes-là. Et il faut que ça soit une possibilité pour le Gabon, que toutes ces choses-là soient bien faites. Là encore, c'est le gouvernement et son Parlement qui doivent s'atteler à revoir toutes ces choses-là. Et nous disons aussi que par rapport à la loi numéro 16/2011 du 14 février 2012, portant modification de la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, il faudra retirer au gouvernement toute possibilité d'empêcher l'expression des partis politiques. Donner aux partis toutes les possibilités de faire encadrer leurs activités par les forces de sécurité. Que les forces de sécurité ne viennent pas, par exemple, couvrir la manifestation de l'UPG, disons uniquement dans le sens de la violence, ou empêcher la tenue de tel ou tel événement, mais qu'ils encadrent comme ils le font pour le PDG. Lorsque les gens marchent au PDG, la police les encadre, parfois ne les encadre même pas, parce qu'ils estiment qu'ils sont les propriétaires de l'espace public. Parce que les autres sont des apatrides, ils n'ont pas le droit d'exercer leur opinion. Lorsque nous savons que l'opposition, c'est justement, l'opposition, c'est dans la rue. On ne s'oppose pas dans les bureaux, mais dans la rue. Mais en respectant les règles démocratiques. Être opposant n'est pas synonyme d'une déclaration de guerre. Au contraire, comme disait quelqu'un, l'opposition ou les opposants sont la conscience du gouvernement. Parce que c'est l'opposant qui permet, qui rappelle au gouvernement ses tâches.
Mais pourquoi dans notre pays, on considère toujours l'opposant comme un moins que rien, un empêcheur de tourner en rond, alors que le gouvernement devait vraiment être content d'avoir des opposants qui apportent une contradiction de qualité pour leur permettre peut-être de mieux assurer ou assumer leur mandat. Mais là, l'opposition, c'est des gens, c'est des crèves-la-faim, c'est des jaloux, c'est tout ce que vous voulez. Donc, il faut aussi revoir la loi sur la Sénat. Il faut enlever à la Sénat, il faut élever la Sénat au rang d'institution constitutionnelle, même si nous savons que le président pourrait être nommé toujours par les mêmes mécanismes. Et qu'au lieu que cette Sénat soit une commission électorale nationale autonome permanente, mais qu'elle soit une commission nationale électorale, tout court, pour permettre quand même un peu plus de transparence dans la gestion des processus électoraux. Il faut définir un mode de désignation du président, alternativement partisan, entre la majorité et l'opposition selon les agendas des élections. Il faut confier toutes les opérations d'organisation à cette CNU, parce qu'un organe qui gère les élections doit avoir les tenants et les aboutissants de cette élection. C'est cette CNU qui devait faire la liste électorale et prendre des bonnes décisions quant au bon déroulement de l'élection. Mais à la limite, la Sénat n'est là que pour faire un certain travail technique, mais toute la conception se fait ailleurs. Et ça, nous disons qu'il faut redonner à cette Sénat la possibilité de s'impliquer du début à la fin de cette élection. Il faut écarter, comme je le disais tantôt, écarter les forces de défense dans l'organisation des élections. Parfois, nous voyons l'irruption des forces de défense dans les bureaux électoraux, ce qui n'est pas normal. Et lorsqu'ils arrivent, c'est pour intimider ceux qui pourraient parfois regarder toutes les manipulations faites dans les bureaux de vote. Nous disons qu'il va falloir que le chef de l'exécutif et son gouvernement retirent le ministère de la Défense de l'organisation des élections. Donc, par rapport à la révision de la loi numéro 1/2011 du 27 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, la biométrie ou loi Mambundu, nous disons qu'il faut définir un mode de désignation du président de cette commission, toujours alternativement entre la majorité et l'opposition. Donc, chers amis, voici un peu toutes les analyses que nous avons pu faire par rapport au corpus légal régissant les partis politiques et l'organisation des élections. Je vous remercie. Alors, nous remercions le docteur Itsana pour la clôture de cette série des interventions. Et c'est une intervention très riche. Et maintenant, nous allons passer à la période, bien sûr, d'intervention pour la presse. Donc, après cela, nous allons certainement remettre nos travaux pour demain, à moins que vous vouliez que nous puissions continuer. On peut continuer, on peut partir ici vers 19h, il est 16h et quelques.
Oui, mais ça va prendre un peu plus. On termine d'abord la lecture. On verra un peu l'heure par rapport à Voilà, et puis... 17 heures. Voilà, donc, ouais, c'est mieux qu'on termine avec le document de la presse. Après, on se donne rendez-vous demain pour se reposer assez afin que demain nous soyons pleinement en forme, puisque demain va être une longue journée. Pour les travaux en atelier. Voilà pour les travaux d'atelier. Ok. On arrête d'abord? Oui, oui, on arrête. Bon, c'est l'équipe de Lucas. Lucas a une